Bonjour, Bernard Lamblot vous présente le direct d'Universcience.tv. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Anne Godefroy. Vous êtes responsable de la campagne BIG à l'Ifremer. BIG, c'est Biodiversité et Interaction à Guaymas. L'enjeu de cette campagne, qui se déroule jusqu'au 9 juillet 2010, est d'étudier un lieu unique au monde. Pouvez-vous nous parler de cet endroit, le bassin de Guaymas ? Oui, bonjour. Le bassin de Guaymas est situé dans le golfe de Californie. Le golfe de Californie, c'est cette mer intérieure entre la Basse-Californie et le continent mexicain, le continent américain. Dans cette zone, on trouve donc à la fois des écosystèmes hydrothermaux, des sources hydrothermales, ces sources d'eau chaude qui jaillissent au fond des océans, et également ce qu'on appelle des zones d'émission de fluide froid sur les marges continentales. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce lieu est intéressant? C'est parce qu'on trouve ces deux types de biotopes ou pour autre chose? C'est principalement pour cette raison, puisqu'on trouve ces deux écosystèmes à quelques milles de distance. D'accord. Et alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est une zone d'émission de fluide froid? Alors, une zone d'émission de fluide froid, ce sont des zones qui sont situées sur ce qu'on appelle les marges continentales. Les marges continentales sont des zones où s'accumulent les sédiments d'origine diverse, qui soient ceux apportés par les continents, qui viennent des continents, soit ceux qui résultent de la production qui se passe à la surface des océans. Donc ces sédiments s'accumulent et au fil du temps, la matière organique contenue dans ces sédiments est dégradée. Et un certain nombre de processus un peu complexes, dont je ne rentrerai pas dans les détails, vont générer la formation de fluides, des fluides qui sont chargés en hydrocarbures et en différents éléments comme le méthane et l'hydrogène sulfuré. Et par des effets de compression, ces fluides vont migrer vers la surface et générer ce qu'on appelle des sources froides ou des zones d'émission de fluides froids. Et comme dans le cas des écosystèmes hydrothermaux, autour de ces émissions de fluides vont s'installer des communautés microbiennes et des communautés animales. D'accord. Et dans un système hydrothermal, vous avez également une faune ou une microfaune qui s'installe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux faunes différentes dans des lieux qui sont géographiquement proches, c'est cela? Alors, des faunes, donc une microflore, donc en ce qui concerne les bactéries, et puis une faune différentes, certes, mais qui présentent des similarités. Ces deux écosystèmes ont la particularité d'être basés sur ce qu'on appelle la chimiosynthèse. Je m'explique. La chimiosynthèse, ça signifie que ce sont des bactéries qui sont le premier maillon de la chaîne alimentaire. Des bactéries qui sont capables d'utiliser la matière minérale, l'énergie générée par des composés chimiques pour produire leur matière organique, contrairement à ce qui se passe sur Terre où les micro-organismes et les plantes, ce qu'on appelle la photosynthèse. Dans ce cas-là, dans le cadre de la photosynthèse, la source d'énergie, c'est la lumière. Dans le cadre de la chimiosynthèse, la source d'énergie, c'est l'énergie chimique. Donc ces deux écosystèmes présentent cette particularité d'être des écosystèmes basés sur la chimiosynthèse. D'accord. Et malgré les différences de température, ce sont malgré tout, vous le disiez, des organismes comparables qui sont dans ces deux zones. En effet, on trouve des similarités, j'allais dire, fonctionnelles. On va trouver des micro-organismes capables d'utiliser le méthane, l'hydrogène sulfuré comme source d'énergie. On va trouver également des animaux tels que les bivalves, ces grands coquillages, ces coquillages blancs qui ressemblent un peu, on va dire, à des grosses moules, ou les vers, les riftiades sur les zones hydrothermales ou d'autres espèces sur les zones froides. Ces espèces, par exemple, s'associent à des bactéries pour utiliser l'hydrogène sulfuré et le méthane pour vivre. Pour donner un exemple, quelles sont les températures d'une zone d'émission de fluide froid ou d'un système hydrothermal?
Alors, dans une zone d'émission de fuite froid, on va avoir des températures très basses, des températures qui sont celles de l'eau de mer au fond à 2000 mètres, des températures de l'ordre de 3-4 degrés. Par contre, dans les sources, au niveau des sources hydrothermales, le fluide hydrothermal peut atteindre des températures de l'ordre de 300, 350, voire 400 degrés dans certains endroits. Et donc, le bassin de Guaymas, où vous êtes, est un des rares endroits sur la planète à posséder ces deux types de biotopes. Oui, tout à fait, tout à fait. Et la particularité, c'est également, donc, puisqu'on est dans un domaine sédimentaire, c'est-à-dire que dans le bassin de Guaymas, on a un taux de sédimentation, c'est-à-dire toutes les particules qui viennent de la surface de l'océan et qui tombent sur le plancher océanique, on a un taux de sédimentation extrêmement élevé, qui est de l'ordre de 2,7 mètres tous les 1000 ans. C'est considérable. Dans ces conditions-là, les manifestations hydrothermales sont particulières puisque le fluide hydrothermal, au lieu de jaillir directement sur le plancher océanique, sur les basaltes, le fluide hydrothermal va traverser cette épaisse couche de sédiments. D'accord. Et donc, pour étudier ce lieu particulier, il y a donc toute une campagne qui a été montée. Quels sont les moyens dont vous disposez pour cette campagne? Racontez-nous un petit peu. Alors, pour réaliser cette campagne, nous sommes à bord du navire océanographique de l'Ifremer, la Talente, et nous travaillons avec deux engins, un sous-marin qui est le Nautile, et nous avons travaillé sur la première partie de cette campagne avec un AUV, qui est un véhicule autonome. Grâce à l'AUV, nous avons réalisé des levées bathymétriques, c'est-à-dire que nous avons fait des cartes des zones qui nous intéressaient. Grâce à ces cartes, nous avons pu choisir les zones sur lesquelles nous travaillons actuellement grâce au sous-marin Nautile. D'accord. Donc vous avez essentiellement la Talente, le Nautile et un véhicule automatique qui vous a servi d'explorateur pour cartographier les zones avant d'aller les explorer en détail avec le Nautile. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà, donc la première partie de la campagne a été dédiée à cette exploration, au choix des zones d'études, et depuis donc la deuxième partie, donc depuis le 13 juin, nous travaillons sur la zone d'émission de fuite froid. Là, nous réalisons ce matin la dernière plongée sur cette zone. Ensuite, nous avons une escale à Guaymas et nous allons aller travailler pendant les 13 derniers jours sur la zone hydrothermale. D'accord. Alors, en préparant cette interview, je me suis rendu compte qu'à bord du Nautile, il y a toujours un équipage de 3 personnes. Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes ou est-ce que ce sont des équipages différents selon les plongées? Alors, ce sont des équipages différents selon les plongées. À bord du Nautile embarque un pilote et un copilote. Donc, à bord, dans l'équipe Nautile, il y a 2 pilotes et puis donc qui plongent un jour sur 2. Et puis les copilotes, donc ça peut tourner. Ils sont plusieurs à assurer ce rôle. Et puis il y a un passager, le scientifique. Donc le scientifique, c'est quelqu'un de différent tous les jours, en fonction du travail qu'il y a à faire et puis donc des données à acquérir. Donc le Nautile a 2 bras qui servent éventuellement à prélever des échantillons, éventuellement, je suppose, à installer des capteurs au fond de l'eau. Racontez-nous comment se passe une plongée normale avec le Nautile. Alors, comment se passe une plongée avec le Nautile? Alors, en général, donc, on embarque donc dans le sous-marin ou dans ce qu'on appelle l'ascenseur, c'est-à-dire un mouillage autonome. C'est une espèce de grande caisse dans laquelle on va pouvoir emporter un certain nombre d'outils de prélèvement. Donc, arrivé au fond, le Nautile va réaliser donc le programme prévu. Il s'agit soit de faire des mesures chimiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille avec des prototypes. Là, je vois qu'à l'image, vous avez un engin qu'on a déployé hier, qui s'appelle le microprofileur, qui est constitué, il y a un certain nombre d'électrodes qui vont s'enfoncer dans le sédiment et mesurer la température, le pH, etc. Il y a également des outils de prélèvement
des outils qui vont permettre de faire des carottes dans le sédiment, c'est-à-dire de prélever un morceau de sédiment. On va également pouvoir prélever en utilisant donc les bras manipulateurs du nautile, prélever des morceaux de roche, des animaux. Donc la plongée, donc pendant la plongée, on réalise toutes ces opérations les unes à la suite des autres. La plongée dure combien de temps? Alors, en général, minutes, quelques heures? Quelques heures, on passe en général 5 heures au fond. Donc il y a environ, j'allais dire, une 30, 40 minutes de descente. La même chose pour la remontée, on passe 5 heures au fond. Les fonds sont à quelle profondeur à peu près dans le bassin de Guaymas? Alors sur la marge de Sonora, donc sur la zone d'émission de fuite froid, on a des fonds d'environ 1700 mètres. Et sur la zone hydrothermale, donc qui est un peu plus profonde, on atteint une profondeur de 2000 mètres. Dis donc, humainement, ça doit faire quelque chose quand même de descendre à 2000 mètres sous l'eau, non? Ah, c'est fantastique. J'étais dans le sous-marin hier et c'est une aventure fantastique d'aller voir, même si on a vu des images avant, aller voir ce qui se passe à travers le hublot, ça reste une expérience formidable. Oui, même si on a vu des images, c'est quand même totalement autre chose. C'est la différence entre recevoir une carte postale et passer ses vacances au bord de la mer. Tout à fait, tout à fait. L'Atalante est un navire qui fait pratiquement 90 mètres de long, qui, je suppose, a un équipage permanent, plus une équipe de scientifiques invités à bord. Combien de personnes êtes-vous à bord de ce bateau à l'heure actuelle? Alors, à l'heure actuelle, je pense qu'on est on est 25 entre 20 et 25 scientifiques là suivant les différentes parties. Il y a 9 personnes pour l'équipe nautile et l'équipage. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'est plus de 25 personnes. D'accord. Combien de nationalités entre l'équipage, les chercheurs, etc. Et en quelle langue communiquez-vous? Alors, on communique en français. Nous avons dans l'équipe scientifique 2 scientifiques mexicains qui participent à cette campagne. Sur la dernière partie, nous aurons une microbiologiste russe. Voilà, puis le reste des personnes embarquées sont français. Alors, quand on regarde le programme qui était prévu pour les 6 semaines de la campagne, on se rend compte qu'il y a cartographie, exploration des fonds marins, ramassage, étude d'échantillons. Tout ceci doit vous occuper plus qu'à plein temps. Est-ce que vous avez des systèmes de quart ou ce genre de choses? Alors non, la première partie, on fonctionnait en quart puisqu'on avait les plongées nautiles la journée et l'AUV qui faisait l'acquisition pour les cartes la nuit. Par contre, depuis qu'on travaille en approche chantier qu'on appelle, donc on est en train de travailler sur les zones d'émission de fluide froid. Là, on ne fonctionne pas en quart. Simplement, pour ce qui concerne l'équipe scientifique, les échantillons remontent du fond en fin de journée, ce qui fait que la plupart des scientifiques sont occupés à conditionner les échantillons, souvent tard dans la nuit. Oui, j'imagine que ça doit être un travail à plein temps et en permanence. Vous qui en plus êtes responsable de cette mission, il faut que tout se passe bien. C'est à vous de gérer les problèmes qui peuvent apparaître, que ce soit au niveau humain, mécanique, etc., etc. Ça ne doit pas être simple tous les matins. Alors, j'ai vu que cette campagne était divisée en 3 legs, 3 parties. Certains chercheurs participent à une partie, d'autres à toutes. C'est votre cas. Ça n'est pas trop long de passer 6 semaines à bord d'un bateau? C'est long, mais comme c'est passionnant, on tient le coup. Non, c'est un projet qui me tenait très à cœur. Donc 6 semaines de mer, c'est bon. Là, on est un peu plus de la moitié, mais tout va bien, même si des fois même si la fatigue est un peu là. Alors j'ai une question d'un internaute qui demande quel type d'échantillon ramenez-vous du fond de l'eau?
D'accord. Alors on ramène différents types d'échantillons. Ça peut être du fluide hydrothermal ou de l'eau de mer, de l'eau environnante, des animaux. On ramène des animaux. On ramène donc des carottes de sédiments, donc des prélèvements qu'on fait dans le sédiment, des morceaux de roche, voilà. D'accord, c'est-à-dire aussi bien du minéral que de l'animal ou de l'eau environnante pour pouvoir ensuite l'étudier, retrouver les gaz dissous à l'intérieur, mesurer son pH et toutes cette sortes de choses. Exactement, c'est tout à fait ça. D'accord. Alors, quelles sont les particularités de ces deux écosystèmes qu'est-ce qui est, de notre point de vue, le plus vivable, le plus riche pour la biodiversité? Ce qui est le plus riche pour la biodiversité, je ne comprends pas trop le sens de votre question là. Là où il y a le plus de micro-organismes ou de macro-organismes d'ailleurs. Entre les deux écosystèmes, oui. On trouve, je pense qu'en termes de diversité, c'est difficile de dire qu'il y en a un qui est plus riche que l'autre. Ils sont différents, mais on trouve une diversité importante dans les deux écosystèmes. Là, je vois que vous passez des images il y avait une image de la marche de Sonora, là, des sites froids où on voyait des tapis microbiens blancs. On retrouve ces deux choses dans les deux écosystèmes. Également, c'est une particularité, je pense, du masse. On trouve aussi une très grande richesse de faune qui n'est pas directement liée à ces écosystèmes, mais qui est une faune abyssale plus classique, des poulpes, des poissons. Et je pense que c'est la première fois que je vois autant d'animaux autour des sites hydrothermaux ou des zones d'émission de fluide froid. Alors, pour tout un chacun, les sites hydrothermaux à très haute température, ça paraît, et en plus à 2000 mètres sous l'eau, dans une obscurité absolue, ça paraît quelque chose de totalement infernal. Et pourtant, il y a énormément de vie autour de ces sites. Est-ce qu'on trouve est-ce qu'on y trouve à la fois des micro-organismes, puis des macro-organismes? Est-ce qu'on y trouve des prédateurs, etc., etc. Est-ce que c'est un biotope complet? C'est un biotope complet et donc, comme je le disais, dont la particularité est que le premier maillon de la chaîne alimentaire donc sont des micro-organismes. Et ces micro-organismes présentent donc, outre cette particularité d'être capable de synthétiser la matière organique en utilisant l'énergie chimique des minéraux et le gaz carbonique comme source de carbone, ces micro-organismes, principalement dans les sources hydrothermales, ont la particularité d'être capables de se développer dans des conditions dites extrêmes, c'est-à-dire notamment de haute température. Et donc ça, c'est, j'allais dire, le sujet qui m'intéresse plus particulièrement puisque je suis microbiologiste et que depuis de nombreuses années, je m'intéresse donc à ces micro-organismes. Et donc j'allais dire, on est sans cesse en train de repousser les limites de la vie, puisqu'il y a une trentaine d'années, on n'imaginait pas que des micro-organismes soient capables de pousser à des températures supérieures à 80 degrés. Et actuellement, il existe et on est capable d'utiliser des micro-organismes capables de se développer à une température quasiment égale à 110 degrés. Alors, donc, une partie du matériel récupéré pendant les plongées est analysée sur place, ou bien est-ce que c'est simplement, comment dirais-je, rangé en attendant d'être analysé plus tard, à la fin de la campagne, dans les laboratoires qui se trouvent en France ou ailleurs? Voilà. Alors il y a les deux choses. Il y a une partie des analyses qui sont réalisées à bord, à bord de la Talente. Il y a des laboratoires et nous avons amené le matériel nécessaire à faire ces analyses. Les échantillons de chimie, par exemple, sont traités directement. Le tri de la faune est effectué à bord. Les dissections des animaux sont faites à bord. Et puis en ce qui concerne la microbiologie, on réalise des cultures, on fait des extractions d'ADN pour pouvoir travailler sur les communautés microbiennes. Tout ça peut être, une partie est faite à bord,
Le reste des échantillons seront rapatriés en France à la fin de la campagne pour être étudiés. Et le travail sur ces échantillons s'étalera, j'allais dire, sur plusieurs années, hein, jusqu'à 3, 4, 5 ans avant d'avoir toutes les données. Alors, comme je disais tout à l'heure, cette campagne est divisée en 3 parties. Donc certains chercheurs participent à tout, d'autres à une partie seulement. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de rodage des équipes quand vous changez une partie de l'équipage? Non, pas vraiment, puisque les changements sont... c'est simplement quelques personnes on a gardé tout au long de la campagne une équipe qui est là tout le temps. Et puis... en fait, là, le fait d'avoir des changements sont liés aux zones de travail. Il y a certaines scientifiques qui sont intéressées, qui sont spécialistes uniquement des zones froides, d'autres des zones chaudes. Par exemple, sur la première partie de la campagne, nous avions à bord des géologues qui nous ont aidés pour la réalisation des cartes. Ces personnes ont débarqué à la fin de la première partie. Donc, il n'y a pas vraiment de souci par rapport à ça. D'accord. Et pendant cette campagne d'environ 6 semaines, vous retournez 2 fois au port d'attache, donc pour changer une partie des gens, et puis je suppose pour vous ravitailler en vivres frais et choses de ce genre-là. C'est l'occasion de quelques heures de récréation? Oui, c'est l'escale, c'est important, c'est l'occasion de... D'abord, c'est une journée sans plongée, sans échantillon, donc qui va permettre de se reposer. Et puis, c'est l'occasion d'aller faire un tour à terre dans la petite ville de Guaymas. D'accord. Vous êtes entre gens passionnés, mais je suppose, comme tout le monde, vous avez besoin de dérivatifs. Est-ce qu'il y a des loisirs possibles sur la Talente? Oui, bien sûr. Il y a des moments qui peuvent être des moments de détente. Bon, après, chacun individuellement peut lire, regarder un film, profiter du soleil. Puis il y a également des moments de détente, j'allais dire collectifs, des repas partagés entre tout le monde, l'équipage, l'équipe nautile et les scientifiques, qui sont des moments conviviaux et très importants. Pour en revenir à vos recherches, est-ce qu'il y a d'autres endroits sur Terre où on peut trouver à la fois ces sources hydrothermales et des zones d'émission de fluide froid? Oui, alors à ma connaissance, il y a une zone équivalente. Il y a des zones équivalentes du côté du Japon, où on a à la fois des zones d'accrétion, donc des zones de dorsale, et des zones de subduction, donc de marge active, et également sur Gackle Ridge, qui se trouve également dans le Pacifique, un petit peu plus au nord. D'accord. Mais ce sont quand même des endroits relativement rares. Vous en citez donc 3. Alors que des sources hydrothermales, on en trouve à peu près dans pas mal d'endroits, là où il y a des dorsales. Tout à fait. Et par contre, les zones d'émission de fluide froid sont plus rares? Non, c'est pas qu'elles sont plus rares, elles sont explorées depuis bien plus récemment. Les zones d'émission de fluide froid, on en trouve au large des côtes africaines, dans le golfe de Guinée par exemple, on en trouve en mer de Norvège, on en trouve en Méditerranée, on en trouve dans le golfe du Mexique. Donc on en trouve également, donc je disais, au large des côtes japonaises. Simplement, elles sont peut-être un peu moins connues, moins explorées depuis longtemps. Parce que effectivement, les sources hydrothermales ont été, si je ne me trompe, découvertes il y a une bonne trentaine d'années. Par contre, les 77. zones 77, d'accord. Oui, tout à fait. Les zones d'émission de fluide froid sont beaucoup plus, enfin leur découverte est beaucoup plus récente. Oh, c'est la fin des années 80. D'accord. C'est 10 ans après, en gros. Globalement, c'est 10 ans après. D'accord, très bien. Donc, comment ça se passe? Vous avez des plongées avec le Nautile tous les jours? Oui, tout à fait. On a des plongées avec le Nautile tous les jours, oui.
D'accord. Et donc vous renouvelez, enfin le scientifique à bord change de jour en jour, l'équipage Oui, change selon un taux de rotation, donc un jour sur deux ou un jour sur trois, je bien sûr, suppose, en fonction des disponibilités. Euh, Est-ce que ça n'est pas... je ne vous entends plus. Vous ne m'entendez Oui, je plus? n'ai pas entendu votre dernière question. J'étais en train de donc faire un retour sur ce qui se passe, sur la façon dont se passent les plongées. Donc une plongée dure 5 heures, m'avez-vous dit, plus une demi-heure pour descendre, une demi-heure pour remonter. Et ensuite, l'exploitation de ce que vous avez remonté, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a donc les échantillons donc, qui sont ramenés en surface sont immédiatement récupérés par l'équipe scientifique qui va les conditionner. C'est-à-dire que par exemple, ben, toutes les échantillons pour la chimie, les échantillons d'eau vont être analysés, certains congelés pour analyse ultérieure au rentrée de retour au laboratoire. Les échantillons, par exemple, les échantillons de carottes. Donc c'est ce qui nous intéresse, par exemple en microbiologie, c'est de connaître les micro-organismes présents dans les différents horizons de cette carotte. Donc les carottes, elles sont découpées, conditionnées, c'est-à-dire qu'il y a un petit bout d'échantillon qui va servir à faire des cultures de micro-organismes, un autre bout qui va servir à analyser, à faire faire des analyses chimiques, un autre bout qui va servir pour extraire l'ADN et puis utiliser ce qu'on appelle les techniques de biologie moléculaire pour identifier les micro-organismes présents. Voilà, la faune, par exemple, est triée. Quand on fait un carottage, on a ce qu'on appelle des carottiers lames, ce sont des grands carottiers qui permettent de prélever un cube qui doit faire une vingtaine de centimètres de haut. Donc c'est la faune, donc les petits organismes contenus dans ces carottes sont triés. Le sédiment est tamisé sur des tamis de différentes tailles et toute la faune est triée. Donc ça, c'est un travail qui est très long et donc, comme je disais tout à l'heure, qui occupe les scientifiques souvent jusque tard dans la nuit. Jusque tard le soir, oui, oui, je comprends bien. Bon. Et donc, une fois que vous aurez terminé cette campagne, vous allez revenir en France, continuer, je suppose, à exploiter tout le matériel qui a été récupéré. Est-ce que le résultat de vos recherches est partagé ensuite avec vos collègues mexicains, par exemple, dans les eaux territoriales desquelles vous vous trouvez? Alors, tout à fait. Tout à fait. Lors donc de cette campagne se situe dans le cadre d'une collaboration franco-mexicaine. Les échantillons sont, j'allais dire, partagés. On fera appel à par exemple, pour identifier les espèces animales, la petite faune dont je parlais, on fera appel à des spécialistes mexicains. Un certain nombre d'échantillons d'individus, de spécimens intégreront les collections mexicaines. Donc et ce dans le but d'établir une véritable collaboration entre les équipes françaises et les équipes mexicaines. D'accord, c'est très intéressant de ne pas garder uniquement pour soi, effectivement, le résultat des recherches que vous faites. Tout à fait. Très bien. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on va envisager de se quitter. Non, je voulais savoir, ces temps-ci, il y a eu quelques matchs de football. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'intéressant? Enfin, la confrontation entre les scientifiques mexicains et les scientifiques français a dû être relativement intéressante ces derniers jours. Oh, c'était très sympathique dans une très bonne ambiance. Je suppose que ça a dû Et faire tout le monde était là pour regarder le match. ça a fait un dérivatif agréable, et Oui, je suppose. tout à fait. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces précisions. C'était le dernier direct de la saison. Nous reprendrons les directs certainement à la rentrée prochaine sur Universcience. Anne Godefroy, je vous remercie infiniment pour votre disponibilité. Je vous souhaite une excellente journée. Il est très tôt là où vous êtes. Il doit être 7h30 du matin, c'est ça? C'est ça, oui, c'est 7h30 du matin. Tout le monde se prépare pour la plongée nautile qui devrait partir aux environs de 9h30.
Voilà, donc je vais rejoindre mes collègues pour préparer cette plongée. Je vous remercie. Merci à vous. Vous pourrez suivre, revoir cette émission sur universcience.tv pendant 4 semaines. Je vous remercie. Au revoir. Je peux apporter une petite précision? Oui, je vous en prie. Oui, voilà, je voulais signaler que la campagne Big avait un site web. Donc on peut le trouver donc sur le site de l'Ifremer, mais le plus simple c'est de taper campagne Big sur Google, ça sort en premier, et donc vous pouvez suivre ce qui se passe lors de la campagne avec un journal de bord qui est mis à jour tous les jours. Et j'invite effectivement tous les internautes à aller le voir. Ce blog de la campagne est remarquablement bien fait, très agréable, fait pour tout le monde. Ça vaut vraiment la peine de suivre en direct la recherche telle qu'elle se fait. Merci beaucoup. Merci.